Sur Effervescent, bien sûr, vous le savez, vous avez la possibilité de réagir éventuellement sur les réseaux sociaux. On est avec Guillaume Caristan. Donc, Guillaume Caristan, bonjour. Bonjour Mickaël. Vous êtes donc 12e maire adjoint de Palaiseau, délégué à la démocratie locale, à la vie de quartier et aux nouvelles technologies. Tout à fait. Alors, vous dites si je me suis trompé, mais jusque là, ça devrait aller. C'est un peu long, mais c'est ça. Vous êtes membre fondateur de Refonder la droite. Tout à fait, qui est un think tank de droite. On va en parler. Vous êtes également président de Opposition républicaine Jeunes. Tout à fait, qui est un média dédié aux jeunes pour l'expression politique. Et vous faites partie de l'association Les Nouveaux Visages de l'Île-de-France. Exactement. Ça va au niveau de la bio pour l'instant? C'est bien ça. Ça va. Pas d'erreur. On en parlait donc il y a quelques instants au niveau de l'actu, bien sûr. Un grand événement pour votre famille politique, même si on pourrait considérer ça comme un non-événement, puisque tout le monde savait que ça arriverait. Hier, donc Nicolas Sarkozy, sur son profil Facebook, a annoncé qu'il était candidat à la présidence. Alors, il précise pas d'ailleurs, il dit la présidence de sa famille politique, sans préciser d'ailleurs dans son texte l'UMP. Alors, comme en ce moment il y a des élections au niveau de l'UDI, ça pourrait... voilà, mais... C'est bien au niveau de l'UMP, vous êtes, d'après ce que j'ai pu deviner sur vos profils, plutôt partisan de Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait. Alors moi, je tiens à renouveler mon soutien à Nicolas Sarkozy. Bien évidemment, je fais partie d'une génération qui est engagée en politique depuis quelques années. Et c'est vrai que moi, la personne qui m'a fait entrer en politique, qui m'a donné envie de m'engager, c'était Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai pour l'ensemble de ma génération, je pense. Et c'est vrai qu'on s'est senti un petit peu, non pas abandonné, mais c'est vrai qu'on a perdu un leader en 2012 suite à la défaite à l'élection présidentielle. Et je prends comme une très bonne nouvelle le fait qu'à nouveau, Nicolas Sarkozy ait envie de s'engager dans la vie publique et revienne pour essayer de présider aussi notre famille politique. Alors une question qui moi me paraît parfois presque antinomique presque, c'est que vous faites partie de Refonder la droite. Question, comment est-ce qu'on refonde la droite avec, entre guillemets, des anciens visages? Alors c'est une bonne question. Alors vous me parlez, il faut faire attention. On peut refonder la droite d'un point de vue idéologique, avec des personnes qui ont déjà aussi exercé des responsabilités. Oui, mais justement, il a déjà été président de l'UMP, il a été président de la République. Eh ben, voilà. Moi, je vais vous dire, quand Nicolas Sarkozy est arrivé, est devenu président de la France, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelait l'ouverture. Il a pris de nouvelles personnes dans son gouvernement. Il y a des personnes qui ont émergé, qui étaient jusqu'alors des personnes qui n'étaient pas connues et qui n'étaient pas connues du grand public. Je pense à Rachida Dati, Ramayad, toutes ces personnes qui depuis ont Ramayad qui a quitté l'UMP d'ailleurs. Et ont fait chacun leur chemin comme ils le souhaitaient. Cela dit, Nicolas Sarkozy a réussi à insuffler une nouvelle dynamique en mettant en responsabilité, en donnant sa confiance à des personnes qui étaient soit jeunes, soit nouvelles. Là, comment est-ce qu'on peut refonder la droite avec Nicolas Sarkozy? Justement, je vous donne une réponse. Alors, moi, j'ai choisi, à titre personnel, de soutenir Nicolas Sarkozy. Refonder la droite, de toute façon, ne s'engage pas auprès d'un candidat ou d'un autre. Le but de refonder la droite, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, est un think tank qui a pour but... Alors, il faut peut-être expliquer qu'est-ce qu'un think tank pour les personnes qui ne connaissent pas. Alors, Refonder la droite, du coup, c'est un cercle de pensée, et finalement, c'est un petit club dans lequel on réfléchit à de nouvelles idées pour essayer de sortir la France du déclin. Et donc, pour essayer de refonder, de repenser le logiciel idéologique de la droite, qui, il faut bien le dire, est critiquable et n'a pas suffisamment fait ses preuves. Il faut se poser les bonnes questions et savoir comment on peut aujourd'hui réussir à faire de la France un pays prospère. Écoutez, moi je vous disais, Refonder la droite ne s'engage pas auprès d'un candidat ou d'un autre dans cette bataille. Oui, mais vous, à titre personnel, À titre personnel, je suis plutôt sarkozyste et je m'engage auprès de Nicolas Sarkozy. Et pourquoi je le fais? Parce que je pense que effectivement, ce n'est pas antinomique de dire qu'on veut refonder la droite et d'avoir pour leader Nicolas Sarkozy, parce que je suis persuadé, et Nicolas Sarkozy d'ailleurs l'a dit dans sa déclaration qu'il a fait sur Facebook, qu'il comptait tout changer à l'UMP, et moi je pense qu'il le fera avec aussi de nouvelles personnes, de nouveaux visages, de nouveaux talents. C'est très drôle, enfin drôle entre guillemets, c'est que il se présente un parti qui veut tout simplement le détruire. Pourquoi le détruire? Il veut tout changer, donc en gros, tout l'existant,
Il veut tout changer. Donc, se présenter à la tête d'un parti qu'on veut démanteler, c'est quand même assez paradoxal. Mais écoutez, soit on dit, moi je me présente à l'UMP et c'est pour rien faire et c'est pour rien changer, et on reste dans le marasme que l'on a connu. Et je peux vous dire que c'est difficile parce que nous, en tant que militants, effectivement, voir notre famille politique inaudible, voire critiquée la politique aujourd'hui, les gens en ont marre. Quand on voit les affaires Thévenoud, Cahuzac, toutes ces affaires qui s'empilent, qu'elles soient de droite ou de gauche d'ailleurs, les gens ne font plus la différence et ils en ont rien à faire. On est dans un système où il y a une véritable perte de confiance. Alors aujourd'hui, soit on dit, écoutez, moi je viens dans la continuité pour ne rien changer et puis continuer avec ce système qui ne fonctionne pas, soit on fait confiance aussi à des personnes qui ont des idées nouvelles, qui sont capables d'innover, et Nicolas Sarkozy a montré qu'il pouvait innover, et ne serait-ce que faire sa déclaration sur Facebook de candidature, oui. C'est pas un acte anodin. Il peut innover. Maintenant, si on parle, vous savez, un serpent de mer, on va dire, de l'UMP, le devoir d'inventaire des 5 ans, donc du quinquennat de Nicolas Sarkozy. On va parler de think tank également. Vous connaissez, je suppose, l'Institut Thomas More, qui a fait un bilan donc de ces 5 ans, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même pas forcément tout rose, mais ça je suppose que vous en doutez, c'est que sur les 1322 mesures annoncées lors du quinquennat, il y en a seulement 46% qui ont été faites, et on peut aussi parler donc que 69 des mesures des promesses de 2007 ont été abandonnées. Si vous voulez me faire dire que nous n'avons pas fait assez, que tout n'a pas été parfait ou qu'on n'est pas allé assez loin, je pourrais pas le nier. Et effectivement, c'est aussi pour ça qu'on a lancé avec nous sommes 3 cofondateurs du think tank Refonder la droite, donc Jonas Haddad et Michael Miguer, qui sont aussi 2 jeunes élus. Si on a voulu lancer ce mouvement, c'est aussi pour pouvoir être en capacité de dire nous aurions dû peut-être aller plus loin, on aurait peut-être dû faire plus de choses, et il faut que la droite prenne aussi conscience qu'effectivement, il y a certaines choses que l'on aurait pu faire différemment, et il faut... Sur quel sujet, par exemple ? Mais sur des tas de sujets. Vous savez, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut réduire les charges sur les entreprises. Pas de 10%, pas de 20%. Il faut... Donc vous êtes d'accord avec François Hollande ? Alors, je pense que ce que dit François Hollande va dans la bonne direction. Le problème, c'est qu'il ne le fait pas assez fort, il ne fait pas suffisamment les choses, et il le fait trop tard. Vous avez confié d'ailleurs à nos confrères, on parle de charge, de l'Essonien, que vous étiez, il me semble, pour 0% de charge. Tout à fait, je pense qu'il faut abaisser à 0%. Est-ce que c'est pas des magots comme proposition ? Non, c'est pas des magots. Alors après, bien évidemment, la critique est facile, et il y aura toujours quelqu'un qui va nous dire c'est quelque chose qui peut pas se faire, et comment vous allez le financer, et par quel biais, par quels moyens, comment fait-on ? C'est une réalité, parce que comment on finance notre système de protection sociale en France si on n'a plus de charges ? Parce que les charges servent à ça. Tout à fait. Et ben je vous réponds. Il y a 2 solutions. Soit on dit on reste dans le système actuel, et effectivement on reste avec des charges sur les entreprises qui sont très élevées, qui fait que les entreprises n'embauchent plus, et c'est ça qui crée du chômage. Et donc mécaniquement, certes, on continue à prélever des charges, mais on empêche les entreprises de se développer, et du coup, on continue dans un système où le chômage de masse apparaît. Et aujourd'hui, si on a le chômage à 10% en France, c'est pas un hasard, il faut être en capacité de se remettre en question. Alors soit on reste dans ce système, soit on dit on va mettre un électrochoc à la France, parce qu'aujourd'hui, la situation est grave. On est face à un chômage de masse, une dette record, la croissance est atone. Aujourd'hui, il faut mettre un électrochoc. Ça passe par alléger les charges sur les entreprises. Et vous me dites, comment fait-on pour financer notre système social ? Le jour où on arrive à résorber le chômage en France et à le faire diminuer, on aura déjà besoin de moins de financement. Et je pense que c'est une... 2 choses. Vous parliez donc du chômage. Oui. Rappelons que le bilan de Nicolas Sarkozy au niveau du chômage, le taux est passé de 8,4 en 2007 à 10,2 en 2012, soit une augmentation de 1,8% sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est satisfaisant ? Parce que la droite tape sur le gouvernement par rapport au chômage. Maintenant, les chiffres sont là, la réalité fait que sous 5 ans de Sarkozy, le chômage a augmenté quand même.
Mais on est d'accord, et bien sûr que c'est pas satisfaisant, et passer de 7% de chômage à 10%, c'est pas satisfaisant. Et même si on était resté à 7%, ça n'aurait pas été satisfaisant, parce que à partir du moment où il y a du chômage dans un pays, et que l'économie est grippée, c'est un problème, c'est une préoccupation, et qu'est-ce qu'on fait alors ? Ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, c'est pas satisfaisant. Cela dit, je vous l'apprends pas, on est dans un contexte économique qui est très difficile, avec une crise qu'on a subie de plein fouet en 2008, qui continue et encore jusqu'à aujourd'hui. Comme vous précisez, en 2008, donc septembre 2008, donc c'est-à-dire que entre l'élection de Nicolas Sarkozy en mai 2007, il y a eu 18 mois. Là, actuellement, si on prend les chiffres, à mi-mandat donc de François Hollande, on est exactement à la même progression du chômage entre le quinquennat de Nicolas Sarkozy et le quinquennat de François Hollande. À part qu'il y a eu 18 mois qui étaient un peu... Ce que vous dites est vrai, et ce qui est interpellant, c'est que vous me dites qu'entre guillemets, François Hollande ne fait pas mieux que Nicolas Sarkozy. Pourtant, le contexte économique, je vous l'assure, il est quand même plus simple aujourd'hui que sous Nicolas Sarkozy. Donc je pense que, mine de rien... La crise, pour vous, n'est plus là ? Non, je ne suis pas en train de dire que la crise n'est plus là. D'ailleurs, François Hollande a été le premier à nous le dire, et puis quand on regarde les chiffres, finalement, on s'aperçoit que la crise est peut-être plus là, mais en tout cas, il n'est pas en mesure de mieux gérer le pays. Donc c'est quand même interpellant. Soit la crise est encore là, et dans ce cas-là, il faut pas faire ce type de déclaration, soit la crise est plus là, et dans ce cas-là, c'est inacceptable d'avoir des résultats économiques aussi faibles. Bon. Autre argument de la droite, donc de l'UMP, par rapport à ce qui se dit actuellement sur François Hollande, au niveau de la dette. Là aussi, de 2007 à 2012, donc c'est l'agence France Trésor qui donne les chiffres. La dette publique de l'État est passée de 921 milliards d'euros à il y a trop de chiffres. 1386 milliards d'euros, soit une explosion de plus de 50% sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Bon, écoutez, si vous voulez me faire l'inventaire du quinquennat de Nicolas Sarkozy... C'est des questions qui se posent, parce il faut se poser les bonnes questions, effectivement, pour anticiper le futur. La question, aujourd'hui, et c'est là que je veux en venir, effectivement, c'est bien de regarder dans le rétroviseur, cela dit, ça n'a d'utilité que si ça nous permet de concrétiser des solutions pour l'avenir. Si c'est uniquement débattre pour débattre, ça n'a aucune utilité. Et moi, donc, qu'est-ce que vous proposez par rapport à la dette ? Mais sur la dette, de toute façon, quelque chose est simple, il faut le dire, la France est trop endettée, nous devons sortir de ce mécanisme d'endettement, ce qui veut dire qu'il faut mettre en place des réformes structurelles en France, et des choses qui ne sont pas à la marge. Il faut que l'État se questionne aussi sur les devoirs et les missions qu'il doit accomplir, et puis mettre à la fois le paquet sur les choses qui sont du régalien, sur la sécurité, sur la santé, enfin tout ce qui permet d'assurer à nos concitoyens les libertés, je veux dire, essentielles et un système de protection qui soit efficace. Et il faut que l'État aussi puisse dire, il y a certaines choses qu'on a trop financées, nous avons vécu au-dessus de nos moyens pendant des années et aujourd'hui ce n'est pas possible. Parce que si on le fait pas... Pourquoi ça n'a pas été fait alors ? Mais pourquoi ça n'a pas été fait ? Et qu'est-ce que c'était quand Nicolas Sarkozy a dit qu'il ne remplacerait qu'un fonctionnaire sur deux dans les administrations, ce qu'on appelait la RGPP à l'époque. Mais ça, c'était déjà, à l'époque, une volonté forte du président de la République de mettre en œuvre des réformes qui permettront à terme aussi de pouvoir maintenir les finances publiques. Alors, malheureusement, Nicolas Sarkozy n'ayant pas gagné en 2012, François Hollande une des premières choses qu'il a voulu mettre en place, c'est engager 60 000 professeurs pour les écoles. Mais c'est très bien de mettre le paquet sur l'éducation, cela dit, il est intéressant de se poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autant, voire mieux, avec autant d'enseignants, voire moins. Ce sont des questions qu'il faut se poser et qui se posent d'ailleurs pas seulement au niveau de l'État, mais qui se posent aussi au niveau de la région et au niveau des villes. Et là, pour aller justement dans votre sens, il faut préciser que pour le même nombre d'étudiants, on va dire entre la France et l'Allemagne, il y a en France 2 fois plus d'enseignants qu'en Allemagne, pour un taux de réussite qui est plus important en Allemagne. Donc pour ça, j'irai dans votre sens. Eh bien, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Donc voilà, on ne sera pas toujours d'accord, mais sur ça, c'est une réalité. Donc, refonder la droite, Nicolas Sarkozy. Comment on fait quand on sait, malgré tout, toutes les affaires dans lesquelles trempe Nicolas Sarkozy, puisqu'on en a plus de 7 dossiers qui sont fermés ou partiellement fermés, ouverts, enfin voilà. Bon, je pense que déjà
rien que dans le vocabulaire qui est utilisé, on a l'impression, quand on dit Nicolas Sarkozy est trempé dans une affaire, c'est une connotation très négative. Une mise en examen a été cité dans plusieurs affaires, et ce sont des affaires qui, pour la plupart, n'ont de rien donné. Nicolas Sarkozy était innocenté. On a parlé de l'affaire Bettencourt qui a défrayé la chronique pendant des mois et des mois. On n'a pas arrêté d'en parler. Et puis finalement, on s'aperçoit que pourtant un juge qui n'a pas forcément de sympathie pour l'homme qui est Nicolas Sarkozy, même ce magistrat, finalement relaxe Nicolas Sarkozy. C'est bien qu'à un moment, si on fait confiance à la justice de ce pays, quand la justice se prononce et donne un non-lieu, c'est qu'il y a des éléments crédibles pour mettre... Je serais d'accord avec vous s'il y avait qu'une affaire. Effectivement, il y a eu dans l'affaire Bettencourt, vous le disiez, un non-lieu, dont acte. Maintenant, on a une mise en examen donc pour corruption active, c'est quand même pas rien, trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel, donc ça c'est quand même une instruction qui est en cours. Voilà, on parle bien sûr de Big Malion, il y a les sondages de l'Élysée, Kadhafi, enfin bon, il y a quand même énormément de... Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous attendez que là je me prononce? Non, je vous pose la question... Vous dire, ce que doit faire la justice. Moi je pense qu'il y a une justice qui fonctionne, il faut je vous pose la question par rapport, entre guillemets, au grand public. Au grand public, c'est-à-dire vos électeurs. Oui. Comment est-ce qu'on peut leur dire, on peut leur donner envie de dire ok, bingo, on y va, quand entre guillemets, il y a quand même un peu ces boulets au pied quand même. Mais c'est un boulet, ça sera un boulet si effectivement Nicolas Sarkozy est condamné dans une affaire. Vous savez, et c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, quand effectivement on est président de la République, quand on accède à des responsabilités dans lesquelles on est très exposé comme ça, mécaniquement, il y a toujours des affaires qui surgissent. Alors pour des tas de raisons, ça peut être parce que la personne est gênante, parce qu'on veut lui, enfin on est exposé. Alors ce qu'il faut, c'est attendre aussi que la justice fasse son travail et voir quelles sont les conclusions. On n'a jamais eu quand même un président qui était autant cité dans des affaires. Cité, j'ai bien dit cité. Je ne vais pas vous rafraîchir la mémoire, mais regardez dans les anciens présidents de la République, il y en a quand même beaucoup. Pas autant. Voilà. Pas autant d'affaires. Hein. Même Jacques Chirac qui était quand même souvent cité dans des affaires, il n'y en a pas eu autant. Deux dossiers différents. Donc c'est vrai que ça reste quand même... Moi la question que je vous pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui Nicolas Sarkozy a été condamné dans une seule affaire? Non, ce n'est pas le cas. Actuellement non. Et il est mis en examen. Il y a quelque chose qui existe en France, et Dieu merci, ça s'appelle la présomption d'innocence. Tant que Nicolas Sarkozy n'est pas déclaré coupable dans quelque affaire que ce soit, on ne peut pas avoir un tribunal médiatique qui tous les jours lui rappelle qu'il aurait fait ceci ou cela et que ça devient suspect. À un moment, mais est-ce que ça jette pas quand même un doute? Est-ce que ça jette un doute? Tant que la personne est jugée et n'a pas été jugée coupable, elle est innocente. Alors, vous pouvez me parler de doute, ainsi de suite. Moi, je pense effectivement que, de toute façon, au-delà du cas de Nicolas Sarkozy, au-delà du cas de M. Cahuzac, au-delà du cas de Thévenoud, il y a effectivement un problème de confiance des citoyens envers l'homme politique. Et je vais vous dire, moi, je pense que ce lien qui s'est petit à petit érodé, c'est pas le seul fait des affaires. Effectivement, les affaires, ça pose problème. Mais si les politiciens faisaient bien leur travail, on n'en serait pas là. Et moi, je pense que ce qu'attendent les Français, au-delà, effectivement, d'avoir des personnalités politiques irréprochables et exemplaires, c'est surtout des personnalités politiques qui leur apportent des réponses concrètes à leurs problèmes et qui soient dans l'action. Est-ce que ça existe, une politique irréprochable? Ça existe. Enfin, j'ai rien à me reprocher. J'ai pas à me regarder dans une glace tous les matins. Non, mais c'est vrai que quand on arrive à une certaine hauteur, c'est vrai, souvent on a quand même des... Moi, je crois pas à ce mythe de l'homme politique qui, s'il accède à des responsabilités, a forcément dû pas faire forcément, des magouilles, mais tremper dans des affaires. C'est le sentiment qu'on a quand même. Mais c'est le sentiment. Et justement, tout l'enjeu, et c'est pour ça que je vous parlais de nouveaux visages, de nouveaux élus, de personnes qui pour l'instant n'ont pas forcément eu beaucoup de visibilité, mais qui sont des personnes de talent, et il y en a notamment dans notre famille politique, et je pense que ça, nous avons aussi tendance à faire de la politique différemment, et notre grande mission à tous ces jeunes élus, c'est aussi de pouvoir restaurer ce lien de confiance en justement expliquant et prouvant par les faits que nous sommes en capacité de faire la politique différemment sans effectivement être cité dans plusieurs affaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il faut, entre guillemets, tout changer à l'UMP et même le nom?
Alors je vais vous le dire, moi je pense qu'effectivement il faut tout changer, ça il n'y a pas de doute. De toute façon on a bien vu que l'UMP aujourd'hui a du mal à être audible, on est bien conscient qu'il y a des différentes personnes qui tirent pas toujours dans le même sens et je le regrette, mais effectivement il faut tout changer, tout remettre à plat, que ce soit dans les pratiques, que ce soit aussi dans les personnes, que ce soit aussi, et c'est une des choses les plus importantes, sur notre programme, notre projet, parce que c'est très bien de vouloir arriver aux responsabilités, encore faut-il avoir un projet qui soit concret et qui soit avec une vision d'avenir. Le véritable enjeu en 2017, c'est pas de savoir ce que l'on va faire pour la France entre 2017 et 2022, c'est d'être en capacité de se projeter au-delà, d'avoir une vision sur 10, 30, 50 ans pour savoir vers quel chemin on veut emmener la France. Et je pense que l'UMP doit se poser la question des mesures et de la vision qu'elle veut avoir pour la France sur les 10, 20, 50 prochaines années. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé ce think tank de refonder la droite. Refonder la droite. Donc forcément, c'est par opposition à la gauche. Si vous deviez quand même, on va dire, donner un bon point, entre guillemets, à François Hollande, lequel ? Voilà, vous me prenez un peu de court comme ça. Un bon point à François Hollande. Quelque chose que vous trouvez qu'il a fait et que voilà. Écoutez, moi je pense que par exemple augmenter le taux de TVA, c'est quelque chose qui allait, on va dire, dans le sens de ce qu'il fallait faire, à condition effectivement qu'on ait un véritable retour au niveau des baisses de charges pour les entreprises. Alors je constate aujourd'hui qu'effectivement on a le mauvais côté de la mesure, c'est-à-dire on a l'augmentation de la TVA, mais on n'a pas forcément les fruits qui ont porté au niveau des entreprises, puisque ce qui avait été mis en place était une sorte de CICE, crédit d'impôt. Il n'est pas encore totalement mis en place. Qui n'a pas vraiment été mis en place, et puis aujourd'hui on parle de pacte de responsabilité. Enfin, tout ça n'est pas très lisible. Cela dit, je pense que c'est une mesure qui allait dans le bon sens, parce qu'elle pouvait aller dans le sens de la création d'emplois. Malheureusement, aujourd'hui, je suis obligé de dire qu'on n'en voit pas encore les fruits, que ça a été fait trop tard, et que d'ailleurs, François Hollande s'est rendu à l'évidence, ça allait dans le bon sens, et d'ailleurs c'est ce que Nicolas Sarkozy avait proposé et qui avait été voté lors de la dernière année en 2012. Ça avait été voté à l'Assemblée nationale. François Hollande, quand il arrive au pouvoir, il s'est empressé de détricoter toutes ces lois, et puis finalement il s'est dit si je revenais. Alors je pense que, et c'est là que je veux lui mettre mon point, je pense qu'il a eu raison de se remettre en question et de dire l'orientation que j'avais eue, de dire que ce que Nicolas Sarkozy avait fait était mauvais, finalement je suis capable de me remettre en question et de refaire. Je pense que c'est une bonne démarche. Vous soulevez un problème qui est souvent constaté et très dommage, c'est que est-ce que c'est pas dommage justement le fait que dès qu'il y a un changement de président, on détricote tout ce qui a été fait presque. Bien sûr, et c'est un véritable problème français, puisque on passe notre temps effectivement à détricoter, à refaire un autre canevas, à redétricoter, et finalement, si on regarde, c'est aussi corrélé à l'état économique de la France. Le PIB stagne en France, il n'y a plus de croissance. Mais effectivement, à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on fait deux pas en arrière au niveau de la réglementation. Et il suffit de regarder le code du travail, il suffit de regarder dans l'insécurité fiscale dans laquelle on vit. Aujourd'hui, les entrepreneurs, mais c'est valable aussi pour les ménages qui investissent, c'est valable pour tous les pans de la société civile. Aujourd'hui, on n'est jamais sûr que la réglementation ne va pas changer. Et on ne sait jamais combien d'impôts on va payer à la fin de l'année. Et on ne sait jamais si l'investissement qu'on est en train de faire, finalement, on ne va pas tout perdre parce qu'il va y avoir des modifications d'ordre fiscal qui font que tout va être remis en question et puis que l'avantage qu'on comptait avoir, finalement, on ne l'aura pas au bout du compte. Ça, c'est un véritable problème. C'est pour ça que je prône une stabilité fiscale. Il faut avoir des garde-fous et assurer finalement aux Français que sur 3 ans, 5 ans, les choses ne vont pas bouger et qu'on ne va pas rajouter des normes, qu'on ne va pas supprimer des engagements qu'on avait pris. Je pense qu'il faut le plus de lisibilité possible pour que on puisse remettre en marche le moteur de la croissance en France. Pour vous, comment doit se positionner l'UMP ou avec son futur nom ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle doit avoir une ligne très droitière, entre guillemets, ce qu'on a reproché à Nicolas Sarkozy lors de sa campagne en 2012, la fameuse ligne Buisson, ou est-ce qu'il faut plutôt qu'elle se centre ? Moi, je pense que la vraie question pour l'UMP, c'est pas de savoir est-ce que elle doit faire plaisir à son aile droite ou à il y a une direction, c'est quand même un chemin. Son aile gauche. Moi, je pense que les véritables questions, c'est de se dire est-ce que à l'UMP, on veut rester sur des mesures qui sont aujourd'hui, et j'ose le mot, c'est un mot fort, mais presque anecdotique, de dire est-ce qu'on va juste mettre fin aux 35 heures,
Est-ce qu'on va juste remettre en place les heures supplémentaires? Tout ça, ce sont des débats, mais pour moi, ce ne sont pas les véritables débats de fond. Et je pense que ce qu'il faut à l'UMP, c'est de se demander, est-ce qu'elle est prête à donner une vision sur le très long terme? Est-ce qu'elle est prête à ouvrir le sujet de la baisse drastique des charges sur les entreprises? Est-ce que l'UMP est prête, plutôt que de nous parler du débat des 35 heures, est-ce qu'elle est prête à envisager effectivement une grande réforme fiscale, une grande réforme du Code du travail, une grande réforme de la formation des chômeurs, enfin des choses, vous voyez, qui sont d'un ordre beaucoup plus profond. Il y a des débats qui existent sur la formation des chômeurs, des choses comme ça. Et qui ne rentrent pas vraiment dans un débat aile droite de l'UMP ou aile gauche de l'UMP, non. C'est plutôt l'affrontement de est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'anticiper l'avenir, de se saisir des opportunités qui existent en termes d'innovation, dans les nouvelles technologies. Comment est-ce que demain on va faire face à des personnes qui sont vieillissantes avec une espérance de vie qui augmente, et comment on fait pour gérer une société où les gens vont vivre jusqu'à 120 ans? C'est ça les vraies questions. Les réponses à ces questions tiennent aussi dans, entre guillemets, la ligne directrice du parti. Parce que pour vous, il y a une façon de droite de la droite et une façon de plutôt du centre droit, oui. On le voit avec la création de l'UDI. La création de l'UDI existe pourquoi? Parce que justement, enfin, dans les raisons de la création de l'UDI, c'est que certains élus ont reproché la partie trop droitière de l'UMP et qu'ils se retrouvaient plus dans cette ligne-là, et donc ils ont créé l'UDI. Et oui, d'accord, mais cela dit... Alors justement, la question c'est, Nicolas Sarkozy veut un large rassemblement de la famille politique pour pouvoir fédérer éventuellement... Alors, ils ont bien précisé, l'UDI, qui ne voulait pas fusionner dans la future grande famille. Mais la question, est-ce que justement, pour attirer certains déçus de l'UMP? Vous avez lu comme moi hier la déclaration de candidature, si on l'appelle comme ça, de Nicolas Sarkozy sur Facebook. Oui. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Il est écrit qu'il veut tout changer dans sa famille politique et qu'il veut recréer les conditions de la victoire pour 2017, mais surtout changer et faire en sorte que la France puisse avancer. Il précise d'ailleurs qu'il veut un grand rassemblement qui ne soit pas l'otage des considérations partisanes d'aujourd'hui. Et c'est en ça que je vous dis que le débat de savoir est-ce que la droite, enfin l'UMP de demain doit être l'UMP de la droite forte ou l'UMP de l'UDI, c'est pas ça, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est de pouvoir dire ces clivages aujourd'hui sont des clivages partisans qui ne sont pas forcément pertinents vis-à-vis des enjeux qui nous attendent et qui sont des enjeux d'un ordre très élevé. Et sur lesquels, finalement, il faut savoir uniquement est-ce qu'on veut y aller ou est-ce qu'on veut y aller, c'est-à-dire est-ce qu'on veut anticiper ce qui va se passer et apporter des solutions, ou est-ce qu'on reste juste dans une situation attentiste où l'on subit les crises et on regarde les trains passer et on voit la croissance partir ailleurs, en Asie, en Afrique, dans les pays d'Amérique latine, ou est-ce qu'on monte dans ce train et est-ce qu'on dit aujourd'hui en France on va mettre en place des vraies réformes qui vont nous permettre de faire notre place dans la compétition internationale. Comment on fait justement pour éviter un phénomène qu'on se demande si on peut l'éviter, la montée du Front National? Mais comment on fait? C'est tout simplement, il faut arrêter de se masquer les problèmes. Pourquoi le Front National réussit? Au-delà du fait qu'effectivement, et on l'a dit, il y a un problème de défiance des citoyens envers les politiques. Et ça, c'est le premier enjeu. Il faut réussir à recréer les conditions de la confiance. Le deuxième problème, c'est aussi que les problèmes qui sont soulevés par certains de nos concitoyens, que ce soit des problèmes de sécurité ou de quelque ordre que ce soit, ce sont des gens qui ont l'impression d'être oubliés, de ne pas être écoutés, et qui ont l'impression que les personnes qui sont en responsabilité ne les prennent pas en compte, ces problèmes, et ne les écoutent pas. Alors comment fait-on pour endiguer la montée du Front National, une fois qu'on a recréé les conditions de la confiance? Surtout, et je pense que c'est l'objectif majeur, c'est quand même de s'occuper de ces personnes qui effectivement ont des problèmes. Et le fait vous savez, de dire non, en termes de sécurité en France, nous n'avons aucun problème. Sur ces questions-là, effectivement, je ne veux pas en parler, je ne vois pas où est le problème. Non, c'est pas ça. Il faut écouter, il faut apporter des réponses concrètes. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Et je pense que quand les partis de gouvernement, et à commencer par l'UMP, seront en capacité de faire ça
correctement, on mettra en place les conditions aussi qui nous permettront de faire baisser le Front National. Voilà. Donc, on va un peu quitter la scène nationale, entre guillemets, pour parler aussi de vous. Vous évoquiez il y a quelques instants un des cofondateurs, donc Michael Migares, de votre think tank, et vous avez aussi collaboré avec lui sur un livre qui s'appelle La droite 2.0. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je vous en parle rapidement, effectivement. Donc ça, c'est un livre qui est issu il y a eu 2 ans de travail là-dessus. Et l'idée, c'était effectivement d'apporter des idées nouvelles, d'expliquer en quoi finalement, à quoi pouvait ressembler la droite de demain. La droite 2.0, ça fait référence finalement à une droite connectée. Et on parle beaucoup dans ce livre de nouvelles technologies, d'innovation, de saisir les opportunités d'avenir qui vont nous être offertes pour ramener la croissance en France et à terme, justement, pouvoir endiguer les problèmes auxquels on est confronté, le chômage, la croissance, la dette et toutes ces choses. Alors, dans ce livre, vous trouverez 40 propositions, les 40 propositions que l'on porte pour la France de demain. Notamment, si vous deviez nous en citer 2. Je vous en ai cité une déjà qui était sur abaisser à 0% les charges sur les entreprises. Quel lien avec la France connectée ? Quel lien avec la France connectée ? Il y a un lien. Quand on fait ça, les startups en France, il y en a, mais il n'y en a pas assez. Je reviens d'un voyage, j'étais en Israël cet été. C'est Startup Nation, Israël. C'est un pays dans lequel les personnes pensent qu'elles peuvent créer des entreprises, réussir et peuvent avoir un avenir. Aujourd'hui, en France, on est face à un autre phénomène qui est le phénomène de l'émigration. Parce que les jeunes, quand ils sont diplômés et quand ils sont en mesure de travailler, quand ils sont formés en France, la plupart du temps, ils n'ont qu'un seul rêve, c'est de partir aux États-Unis, au Canada, en Australie, et parce qu'ils ne croient pas dans la possibilité de réussir en France et d'innover. En abaissant les charges sur les entreprises, on envoie un signal aussi à tous ces jeunes en leur disant, vous voyez, ici, on peut aussi réussir. Ici, on est capable de créer des conditions pour que les entreprises puissent prospérer et puissent à terme aussi embaucher et se développer. Et voilà le rapport avec la droite connectée, c'est qu'en faisant ça, on crée les conditions d'avoir de nouvelles startups en France. Et les startups, vous savez, Facebook, Google, tout ça, c'était des startups. Et puis aujourd'hui, ce sont des gros groupes mondiaux. Moi, j'aimerais bien un jour qu'on puisse voir un Facebook à la française, qu'on puisse avoir un Google à la Yahoo française. Ouais. Bon, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'en faisant ça, on attire l'innovation et on attire les nouvelles technologies. Il y a quand même des choses qui se font. Alors, certes, avec une moindre mesure, mais on a par exemple Dailymotion. Dailymotion, c'est bien français. Oui, mais très bien. Mais pourquoi on n'a pas plus de Dailymotion en France ? C'est ça la question. Pourquoi Non, il n'y a qu'un YouTube. Vous pouvez m'en citer d'autres que Dailymotion, des startups vraiment J'ai parlé de Yahoo. Qui ont bien fonctionné. Allez-y. Orange, c'est quand même un très grand groupe qui est partout et à la base, c'est quand même un groupe français. Bon, c'est un grand groupe. Je connais si bien que je travaille avec eux dans ma commune, donc je vois très bien de quoi ils retournent. Mais cela dit, Orange, c'est quand même une émanation de France Télécom, qui est à la base un groupe public. Bon. Et aujourd'hui, l'État n'a plus la possibilité de continuer à avoir des entreprises, des grandes entreprises comme ça publiques, pour seulement créer de l'emploi en France. L'emploi, il ne peut pas venir uniquement de l'État. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment son rôle à l'État de créer des emplois ? Son rôle, c'est de protéger les citoyens, c'est d'assurer la liberté, la sécurité, de faire en sorte que chacun puisse vivre en bonne santé, créer l'emploi, est-ce que c'est la compétence de l'État ? Est-ce que l'État a été mis en place pour créer des emplois ? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est que même si l'État peut aider, l'État ne peut pas tout faire. Et il faut à un moment aussi mettre en place les conditions pour que les entreprises puissent être créées au niveau privé, puisque c'est là que se trouve l'argent, c'est par l'investissement. Une deuxième mesure, tout à l'heure on parlait du chômage. Il y a quelque chose qui me sidère en France, c'est qu'on est dans un système de chômage qui est très bien indemnisé. Alors c'est une bonne chose, le problème c'est que quand on regarde bien, qu'est-ce qu'on a le droit en France quand on est au chômage ? On a le droit de toucher pendant 24 mois 60% de son salaire, du salaire précédent. 24 mois, c'est très long. Hein. Dans beaucoup de pays, ça ne dure pas 24 mois. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, dans le chômage, on a beaucoup de personnes qui sont au chômage pendant 20 mois et puis qui arrivent à trouver un emploi dans les 4 mois qui restent parce que ça commence à devenir pressant. Et d'ailleurs, ces personnes-là, certaines fois, quand ce sont des personnes qui ont beaucoup de responsabilités, des salaires très élevés, ce sont des personnes qui, pendant 24 mois, vont pouvoir bénéficier de presque 6 000 € de chômage.
est-ce que vous trouvez ça normal qu'on soit dans un pays où en gros on a des personnes qui travaillent au SMIC, qui se défoncent au boulot, qui font plus de 35 heures et qui galèrent et qui touchent 1 200 € à la fin du mois, alors qu'à côté on a des personnes qui restent pendant 20 mois sans activité dans l'absolu, et qui touchent 6 000 €. Pour moi c'est une injustice. Dans l'absolu, même si on peut être d'accord avec vous sur le fait qu'il y en a qui profitent du système, c'est une réalité. Maintenant, avec un taux de chômage qui est à 10%, on peut pas dire que les 10% sont super contents d'être au chômage. Donc, vous m'entendrez jamais dire ça. non mais voilà, donc si je suis votre discours, c'est en gros de se dire que le système français est trop avantageux, c'est ce que plus ou moins vous me dites. Je suis en train de vous dire que le problème c'est que... Mais les accidents de la vie, ça arrive. Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'on a mis en place ce système, et il faut bien évidemment prendre en compte ces accidents de la vie, prendre en compte les faits qu'il y a des circonstances qui sont difficiles pour tout le monde, ça arrivait à tout le monde, j'ai moi-même eu une période sans activité dans ma vie, je sais que c'est quelque chose de pas facile, il faut le dire. Cela dit, il faut corriger aussi à la marge les injustices que l'on peut voir. Et moi, je vous le dis, je pense que le chômage devrait être plafonné à 2 000 € par mois et pas est-ce qu'il faudrait pas avoir des personnes qui soient au-delà de ça et qui gagnent 2 fois plus qu'une personne qui est elle en activité. Est-ce qu'il faudrait pas aussi en parallèle renforcer les moyens de Pôle emploi? Parce que Pôle emploi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça aide réellement à trouver un emploi? Pour travailler dans l'insertion professionnelle, c'est limite. Tout à fait. Vous me demandez de citer que 2 mesures, c'est pour ça que c'est compliqué, mais toutes ces mesures sont interdépendantes. On ne peut pas du jour au lendemain changer le mode d'indemnisation du chômage en France si on n'a pas mis en place en amont les conditions qui font qu'on va faciliter aussi la formation des personnes sans emploi et leur insertion dans le milieu du travail. Vous voyez, on ne peut pas avoir uniquement une vision de sanction en disant il y a des abus et on va les sanctionner. Non, la première des questions, c'est déjà bien décidé en amont de réformer. Et c'était d'ailleurs, pour le coup, une proposition de Nicolas Sarkozy en 2012 de revoir la formation des chômeurs, puisqu'il y a vraiment une manne financière à ce niveau-là qui est exceptionnelle et qui est énorme. Dans le contexte actuel que l'on connaît, qui est budgétairement très tendu, il y a une véritable manne financière. Il faut réussir à l'optimiser, il faut réussir au mieux à pouvoir donner une formation, une qualification aux personnes qui sont sans emploi pour qu'elles puissent se réinsérer dans le monde du travail et trouver un emploi et pouvoir vivre de leur métier. Mais là aussi, c'est entre guillemets, si je peux me permettre, une réforme qui est à faire en profondeur, puisqu'on le voit aussi que le système de formation professionnelle en France coûte 14 milliards d'euros et qu'il n'y a pas de contrôle des fonds qui sont faits. C'est une réalité. Sur certains dispositifs, donc notamment les préparations opérationnelles aux emplois, le suivi n'est pas fait. On le sait, et c'est pour ça qu'il faut tout changer et qu'il faut remettre tout ça à plat. Et il faut se poser la question, il faut ouvrir le débat qui est un débat qui est toujours très tabou en France, mais il faut aujourd'hui se poser le débat, ouvrir le débat sur doit-on privatiser le secteur effectivement de la formation et de la prise en charge des personnes au chômage. Je pense que c'est une question qu'il faut se poser, c'est un débat qu'il faut avoir et il ne faut pas être dogmatique sur ces questions-là, il faut être plutôt pragmatique et savoir dire effectivement il y a peut-être des opportunités et ça peut être une bonne chose que de privatiser Pôle emploi. Voilà. Allez, on se rapproche de l'Essonne. Vous avez 27 ans, vous êtes conseiller municipal et maire adjoint donc à Palaiseau. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience pour l'instant, puisque ça fait 6 mois là? Et ben voilà, moi c'est vrai que je suis un jeune élu. Pas honte de le dire, ça fait 6 mois que j'ai été élu à Palaiseau avec la liste de Grégoire de Lasteyrie qui est maire de Palaiseau. Qu'est-ce que j'en retire? C'est une première expérience qui est très intéressante parce qu'effectivement être confronté au dossier. Vous savez, moi je suis un militant politique, j'ai fait plusieurs campagnes, j'ai fait plein de choses en étant militant. Le fait d'être élu aujourd'hui, on est de l'autre côté et finalement on gère les dossiers et on est confronté à la réalité des choses, à l'exercice du pouvoir. C'est quelque chose moi que j'apprécie beaucoup parce que c'est très formateur et en 6 mois j'ai beaucoup appris et je continuerai d'apprendre encore pendant 6 ans, j'en suis sûr. C'est très formateur, c'est aussi très plaisant parce que Palaiseau c'est la ville dans laquelle j'ai grandi, où j'ai toujours vécu. Je suis parti pendant mes études pour faire Sciences Po j'ai dû en partir. Cela dit, j'ai été très heureux de pouvoir revenir à Palaiseau pour finalement
participer à la vie de la commune dans laquelle j'ai grandi et qui est ma commune de cœur. Donc c'est très plaisant, d'autant plus que je connais un certain nombre d'acteurs, des personnes qui m'ont vu grandir, avec lesquelles je travaille aujourd'hui, puisque ce sont des agents municipaux. Et il y a aussi un petit côté, je dirais presque sentimental. Et pour l'instant, je suis très heureux. On a lancé des tas de réformes, notamment dans le domaine sur lequel effectivement je suis délégué, donc à la démocratie locale. Et notre ambition, c'est de faire de Palaiseau une ville pilote en matière de démocratie locale. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'à Palaiseau, on a un système qui s'appelle les conseils de quartier, qui sont une bonne chose, parce que ça permet aux citoyens d'avoir une véritable, d'être consultés et d'avoir un véritable pouvoir finalement sur les décisions qui le concernent. Exemple, la rue, est-ce qu'on met ma rue en sens unique ? J'ai un problème de stationnement dans ma rue, comment fait-on ? Est-ce qu'il ne faut pas construire un équipement de proximité pour accueillir les jeunes enfants dans mon quartier ? Enfin, ouais, toutes ces décisions, il y a des conseils de quartier qui s'occupent de les traiter, où ce sont des citoyens qui siègent et qui peuvent prendre des décisions qui sont des décisions, en fait des propositions qui sont faites à la municipalité, mais ensuite à la municipalité de s'en emparer et d'en faire des choses concrètes. Donc vous êtes pour la démocratie participative Et à ce niveau-là, c'est bien évidemment, parce que c'est ce qui marche. Pourquoi ? Parce que ça fait parce que ça légitime, on parlait de confiance tout à l'heure. Le fait d'avoir des citoyens qui sont consultés, ça légitime aussi la décision politique. Quand on sait qu'elle est partagée et que ce n'est pas une décision qui est hors sol, qui a été grattée sur un coin de bureau dans une réunion avec le maire et son adjoint, quand on sait qu'il y a plusieurs personnes qui ont participé et que les citoyens ont pu donner leur avis, déjà, ce sont des décisions qui sont plus concertées et qui seront beaucoup mieux acceptées. Et puis deuxièmement, ça permet de faire des économies parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Les citoyens, ce sont des gens de bon sens. Et quand on a vécu pendant 10 ans dans une rue, on sait quelles peuvent être les bonnes ou les mauvaises solutions à mettre en place pour améliorer les choses en termes de stationnement ou de circulation. Faire confiance à ces acteurs, ça permet d'éviter d'avoir recours à des cabinets de conseil qui vous facturent des dizaines de milliers d'euros pour un résultat qui au final est un résultat de bon sens qu'on aurait pu avoir simplement en donnant la parole aux acteurs. Il reste 2 questions. Vous évoquiez un lien sentimental avec la ville de Palaiseau. Vous l'avez mis sur votre profil Facebook, célébré un mariage tout à fait. Dernièrement. Tout à fait. La question, puisque vous avez eu aussi des échanges par rapport aux mesures de François Hollande, est-ce que vous célébreriez un mariage gay ? Écoutez, moi je suis un élu qui respecte la loi, et la loi a été votée, donc il faut... Parce que vous y étiez opposé ? Oui, j'y étais opposé. J'y étais opposé pour des raisons qui étaient, il me semble légitimes. C'est que la question du mariage en soi, c'est pas ça qui a mis le feu aux poudres. Le problème, c'était de se dire, une fois qu'on a ce mariage, comment on gère les questions qui vont venir derrière. Et moi, la question qui, pour le coup, me pose vraiment problème, c'est la question de la GPA, de la gestation pour autrui. Elle n'a jamais été dans le projet de loi. Qui n'a pas été dans le projet de loi, mais qui viendra mécaniquement, on va pas refaire ce débat, mais ce sont les questions qui vont se poser. Et moi, ma limite était là, en fait. Je ne suis pas pour qu'en France, on puisse avoir de la gestation pour autrui qui permet à une famille qui n'arrive pas à avoir d'enfants ou qui ne le peut tout simplement pas, permet, contre rémunération ou non, de demander à une femme de porter l'enfant du couple. C'est quelque chose qui me rebute et sur lequel je ne suis pas d'accord. Et c'est dans cette optique-là que j'avais mon engagement, effectivement, contre le mariage pour tous. Cela dit, la loi est passée, il faut en prendre acte. Je ne souhaite pas être un élu hors la loi. Je pense que c'est du devoir de l'élu aussi de respecter les lois qui contribuent à élaborer. Donc si l'occasion m'en est donnée et si un couple me demande de le marier, écoutez, je le ferai. La question ne se pose même pas. Voilà. Dernière question donc, où est-ce que vous voyez dans 5 ans ? Où est-ce que je me vois dans 5 ans ? Vous savez, dans 5 ans, je serai élu à Palaiseau, donc je ne me vois pas ailleurs qu'à Palaiseau. Oui, mais la question, c'est est-ce que vous avez d'autres ambitions ? Écoutez, est-ce que j'ai d'autres ambitions ? 5 ans, c'est long, hein. Et puis 5 ans, c'est quoi ? C'est 2017 ? Écoutez, on verra ce que la vie nous réserve. Hein. Si vous avez la réponse, je veux bien la prendre, mais j'ai du mal c'est la vôtre. J'ai du mal à lire dans ce boule de cristal, à savoir ce qui va arriver pour moi ou pour qui que ce soit. Donc écoutez, on verra ce que la vie nous réserve. Cela dit, moi je suis très bien dans ma commune et je compte y rester autant de temps que les Palaisiens le jugeront nécessaire. Si les gens veulent suivre votre actualité, comment on fait ?
eh ben, vous pouvez aller sur bien évidemment le site de la mairie de Palaiseau, ville-palaiseau.fr, mais bien évidemment après je suis un élu connecté, donc si vous voulez entrer en discussion directe avec moi, vous pouvez aller sur mon profil Facebook Guillaume Caristan, sur mon Twitter c'est @gcaristan, et puis sur tous vous avez cité Refonder la droite, nous avons un compte Twitter, la droite 2.0 la même chose, des sites internet à chaque fois, refonderladroite.fr, enfin bref, si vous voulez vraiment nous retrouver sur internet, je pense que ça se fera sans mal, et puis au plaisir de discuter avec vos auditeurs et tous ceux qui sont intéressés ou qui ont des questions ou qui veulent des précisions, je serais très heureux de pouvoir y répondre. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, merci de m'avoir invité, merci Mickaël. Merci d'avoir répondu, vous êtes le premier invité de la deuxième saison. Eh bien écoutez, j'en suis ravi et je constate que vous avez un très beau studio qui a été inauguré il y a peu de temps. Écoutez, je voulais vous féliciter parce que c'est du beau travail et que vous êtes bien installé, et puis vous souhaiter bon vent pour la suite en espérant que la radio va continuer à se développer, va grandir et continuera à recevoir autant d'invités. L'avenir nous le dira, là également, on ne sait pas ce qu'on sera dans 5 ans, on ne sait pas ce qu'on sera nous dans 1 an. Donc voilà pour l'émission politique, on se retrouve lundi donc pour l'émission AQLD qui fait aussi son retour, donc à qui le détour, où on parlera également notamment d'une opération donc pour un enfant en difficulté, donc Nathan, donc ça ne sera pas forcément le moment le plus joyeux, néanmoins on en parle pour la bonne cause, donc lundi 20h, donc www.effervescen.net. Vous en savez plus qu'hier mais moins que demain. Passez un excellent week-end à tous.